Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile comme l'ADI, l'ANC, le FDR, le PSR et le FCTD ont lancé un appel à manifestation les 11, 12 et 13 avril prochains. Objectif, protester contre la suspension de la campagne électorale. Ces partis politiques et organisations de la société civile ont affirmé ce jour qu'il n'est pas possible de suspendre la campagne électorale sur la base d'un simple communiqué, étant donné que le corps électoral a été convoqué par décret. Ils soutiennent aussi que le processus électoral devrait se poursuivre sans interruption et exhortent ainsi les candidats à maintenir leur campagne à travers tout le pays. Cette contestation fait suite à l'annonce du remaniement du calendrier électoral par la présidence de la République. La présidence souhaite des consultations nationales dans les prochains jours. Ces consultations visent à prendre en compte toutes les contributions des acteurs de la vie sociopolitique du pays sur le changement de la Constitution. Rappelons que ce revirement intervient à la veille du début des campagnes électorales alors que les partis politiques étaient sur le point de lancer leur campagne électorale en vue des élections législatives et régionales du 20 avril. La décision de la présidence a ainsi surpris de nombreux acteurs politiques et suscite un débat quant à la légitimité de cette suspension de la campagne électorale. Au cours du premier trimestre de l'année 2024, le Trésor public annonce que le Togo a fait une mobilisation de 194 milliards de francs CFA. Cette recette représente près du tiers de l'objectif annuel de l'État qui est de 607 milliards de francs CFA. Les fonds mobilisés participeront au financement des besoins tels que l'élargissement de l'assiette fiscale, l'optimisation des dépenses et également le budget annuel de l'État togolais. Si pour ce trimestre, le Togo a atteint cette somme, le Trésor public annonce déjà mettre le cap sur le 12 avril prochain avec une double émission de bons et d'obligations assimilables du Trésor d'une valeur globale de 30 milliards de francs CFA. Rappelons que pour l'année 2023, le Togo a fait au total un cumul de 58 milliards d'emprunts sur le marché financier régional. La mobilisation de l'année 2024 surpasse celle de l'année précédente de 57% et les dépenses budgétaires de cette année augmentent également de 6,2% pour le Togo. Le débat sur le franc CFA va encore connaître un engouement dans les prochains jours. La réforme de la monnaie communautaire fait partie des projets du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Ce projet réconforte l'économiste togolais Kakonou Boukpo, pourfendeur du franc CFA. Invité sur Radio France Internationale, l'économiste togolais est revenu sur l'urgence de la réforme monétaire en Afrique de l'Ouest. Selon lui, le débat sur le franc CFA avait été longtemps interdit. Aujourd'hui, le retour de ce débat, porté par les autorités en charge du destin des nations, rend le sujet plus sérieux et plus important. Même si la mise en circulation de la nouvelle monnaie n'est pas encore chose faite, 4 autres choses doivent être faites et rapidement. Le changement du nom de la monnaie, puisqu'à ce jour, elle est encore définie comme colonie française d'Afrique. On doit aussi revoir la garantie qu'apporte la France à cette monnaie. La gouvernance au sein de la zone franc doit être aussi revue, en particulier l'articulation de la politique monétaire commune et la politique budgétaire nationale. Enfin, une discussion sur le régime de change au sein de la CEDEAO est primordiale. Pour l'économiste togolais, des états généraux de l'éco en 2025 permettront de voir un peu plus clair dans cette affaire de monnaie et le Sénégal est le pays le mieux placé pour l'organiser à l'heure des 50 ans de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo continue d'enregistrer de nouvelles performances en matière de création d'entreprises et de transfert de propriété. Ainsi, le pays maintient la dynamique des réformes relatives à l'environnement des affaires, malgré les impacts négatifs de la crise sanitaire sur l'économie nationale. Pour cette année 2024, les chiffres indiquent qu'au premier trimestre, 4 503 nouvelles entreprises ont été créées au Centre de formalité des entreprises CFE.
Dans les détails, 1546 entreprises ont été créées en janvier, 1470 en février, puis 1487 en mars. Sur les plus de 4000 au total au cours des 3 premiers mois de l'année, il ressort que 85% de ce total sont portés par des Togolais et le reste par les étrangers. Bien que reflétant une tendance baissière de 3% par rapport au premier trimestre de l'année 2023, ces chiffres peuvent être mis à l'actif des réformes opérées par le Togo pour améliorer le climat des affaires. Rappelons que depuis près de 5 ans, le Togo a fait des réformes qui contribuent à améliorer l'attractivité du pays, permettant aux grands groupes industriels d'investir au Togo. Le Sénégal a fêté ce jeudi les 64 ans de son indépendance. Bassirou Diomaye Faye était à la manœuvre. 2 jours après son investiture, le président sénégalais a patronné une cérémonie symbolique de levée des couleurs en lieu et place du traditionnel défilé du 4 avril. La veille, lors d'un message à la nation, le nouveau président a dévoilé la feuille de route de son mandat. Éducation, emploi, lutte contre la vie chère, gouvernance électorale et réforme de la justice, entre autres, sont au centre de ses préoccupations. Dans le domaine de l'emploi, par exemple, Bassirou Diomaye Faye veut s'appuyer sur le secteur privé à qui il promet l'assistance de l'État, alors que des concertations avec les partis politiques et la société civile doivent permettre le toilettage en profondeur du système électoral. Bassirou Diomaye Faye est devenu le 5e président de l'histoire du Sénégal à 44 ans. Il a nommé Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Le pays attend l'annonce de son gouvernement. La désormais ex-présidente du Parlement sud-africain a été inculpée pour corruption et blanchiment d'argent dans la foulée de son arrestation jeudi. Nosifiwe Mapisa Nkakula s'était rendue à la police à Pretoria et elle a été amenée à la cour des magistrats de la capitale sud-africaine où elle a été libérée après le paiement d'une caution de 50 000 rand, soit 2670 $. À 67 ans, cette personnalité du tout-puissant comité exécutif national de l'ANC était à la tête du Parlement depuis 2021. Les déboires de l'ex-présidente du Parlement fragilisent davantage son parti à l'orée des législatives de fin mai. Au cœur d'un scandale portant sur environ 135 000 $ reçus en pot de vin lorsqu'elle était ministre de la Défense, Mapisa Nkakula a clamé son innocence et évoqué une cabale politique contre sa personne. L'affaire est reportée au 4 juin. Le président sud-soudanais a appelé mercredi le Parlement de son pays à mettre en place l'arsenal législatif nécessaire à la tenue des élections. Le vote initialement prévu en février de l'année dernière avait été repoussé à décembre 2024. Il faut donner la chance au peuple de choisir ses dirigeants, a fait savoir Salva Kiir. Dans la foulée, le président du Parlement a promis l'implication de son institution concernant la préparation du scrutin. Problème, le vice-président du pays milite pour un nouveau glissement du calendrier électoral. Riek Machar propose la prolongation du mandat du gouvernement de transition afin, dit-il, de permettre une bonne organisation des élections. Le plus jeune pays du continent veut renouer avec des institutions stables. Après son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud a basculé dans la violence en décembre 2013. L'ONU a adopté mercredi une résolution sur les diamants exploités dans des zones de guerre. L'initiative intervient dans un contexte dominé par des tensions géopolitiques qui mettent en péril le processus de Kimberley. Ce processus exige que les diamants soient exempts de tout lien avec les conflits. Malheureusement, mus par la notion de leur propre exceptionnalisme, les représentants des pays occidentaux ont décidé de saboter toute une série de coopérations internationales dans le secteur mondial du diamant pour servir leurs propres intérêts géopolitiques. C'est la 3e année consécutive que le processus de Kimberley se trouve soumis à une pression sans précédent de la part d'un groupe restreint des pays incapables de transformer le processus en un instrument. 82 gouvernements ont adhéré au processus. Aujourd'hui, 99,8% des diamants vendus dans le monde proviennent des zones non touchées par des guerres.
La raison pour laquelle nous soutenons ce projet de résolution est qu'il vise à lutter contre l'insécurité alimentée par les diamants de conflit. Nous sommes convaincus que cette résolution est une mesure nécessaire pour promouvoir la souveraineté des États, l'éradication de la pauvreté, la prévention des conflits et l'élimination de la demande de diamants de guerre, du commerce légal, qui constituent les principaux objectifs du processus de Kimberley. Avant ce système de certification reconnu à l'échelle mondiale, les diamants du sang représentaient jusqu'à 15% du marché mondial de ces pierres précieuses, selon l'Organisation des Nations Unies. Le président botswanais Mogwesi Masisi manifeste ainsi son mécontentement à l'endroit des autorités allemandes. En effet, le ministère allemand de l'Environnement, dirigé par les écologistes, dénonce le braconnage au Botswana et souhaite limiter l'importation des trophées de chasse. L'Allemagne est l'un des plus grands importateurs de trophées de chasse dans l'Union européenne. En mars, le Botswana avait déjà menacé d'envoyer 10 000 de ses pachydermes au Royaume-Uni pour le même motif. Ce pays enclavé d'Afrique australe abrite la plus forte population d'éléphants au monde, soit environ 130 000 bêtes.